Bonsoir à tous et bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission de la rédaction consacrée à l'actualité sportive du département. Tout de suite, les titres de cette émission. Avec du handball et une nouvelle défaite pour les joueuses de Montigny, le Bretonneux, la 4e en 5 matchs de championnat. Les Igny-Montaigne sont dernières de National 2. Long entretien à suivre dans cette émission avec le skipper Louis Burton à 32 ans. Le navigateur de Rambouillet a pris le départ ce dimanche de la Transat Jacques Vabre. Une course en duo qu'il partage avec sa femme. Nous ferons le point sur leurs ambitions. Des ambitions, elle en a elle aussi. Marine Tollet disputera samedi prochain à 29 ans son premier combat en professionnel au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Son portrait à suivre en fin d'émission. C'est un début de saison pour le moins compliqué pour les joueuses de Montigny le Bretonneux. Elles ont subi ce week-end une quatrième défaite d'affilée face à Chambray en championnat. Et ce, malgré un bon début de match. Les images et le résumé de Nicolas Dandry. Quatrième défaite en 5 matchs. La mauvaise série se poursuit pour les handballeuses de Montigny le Bretonneux. Face à Chambray, deuxième du classement et toujours invaincu, les Igny-Montaigne ont tenu bon pendant 20 minutes. Elles n'étaient alors menées que d'un seul but. On lisait bien les shoots et les impacts par rapport à la gardienne. Et puis là, ça s'est déréglé. Peut-être par la fatigue, peut-être par le stress aussi. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on était en échec au shoot, il y avait une contre-attaque, un but de l'autre côté, quoi. 6 buts d'écart à la mi-temps. Le début de la seconde période est plutôt bien négocié par les joueuses de Montigny, plus agressives en défense. Elles multiplient quand même les fautes techniques. Score final 25-37 et une deuxième défaite à domicile cette saison. Dernière du classement avec seulement 6 points, les Igny-Montaigne restent soudées. Pas de crise à l'ordre du jour. On reste motivé parce que l'année dernière, on a vécu un peu le même scénario. On perdait tous nos matchs au début et on a tout remonté à la fin. Et comme la poule, elle est assez serrée, on garde espoir. Les filles sont vraiment soudées. Il y aurait une crise si on se disputait sur le terrain ou dans les vestiaires, ce qui n'est pas le cas. J'ai un groupe extraordinaire qui a besoin de travailler. Prochain match pour l'AS Montigny, samedi prochain avec un déplacement à Saint-Maur. Un club aussi mal classé avec une seule victoire en championnat. En bref, d'autres résultats sportifs du week-end passé avec la victoire de Plaisir en handball. Les Plaisirois se sont largement imposés face à Saint-Maur en National 3. Score final 29-20. L'équipe est 3e de son classement et affrontera les derniers de leur championnat le week-end prochain. Défaite en revanche pour les basketteuses du Chénet. C'était samedi soir à domicile. Elles ont perdu leur 3e match en championnat face aux nordistes d'Armentières. Prochain match pour les Chénésiennes, toujours à domicile. Ça sera samedi à 20h face au 2e du classement. Ils ont pris hier la direction du Brésil depuis le port du Havre. 2 Yvelinois sont parmi les 74 skippers en lice dans la Transat Jacques Vabre. La course de voile transatlantique en duo, le Versaillais Tanguy Delamotte fait équipe avec la Britannique Samantha Davis, une nouvelle fois pour Initiative Cœur. Leur participation permettra de récolter des fonds pour sauver un maximum d'enfants malades du cœur. Les 2 skippers font la course sur un bateau baptisé par le spationaute Thomas Pesquet. Enfin, 2e coureur du département en lice, originaire de Rambouillet, Louis Burton est engagé lui avec sa femme Servane Escoffier pour Bureau Vallée, également en catégorie IMOCA. Et le couple est ambitieux pour cette course, comme a pu le constater notre journaliste sportif Michael Elmidoro. Il a rencontré Louis Burton quelques jours avant le départ de la course, c'était à Paris. Regardez. Je suis avec Louis Burton, le Rambolitain. Alors Louis, vous allez prendre le départ de la Transat Jacques Vabre dans quelques jours. Comment vous sentez-vous, tout simplement ? Plutôt stressé là pour le moment. C'est vrai qu'on est à quelques jours d'une grosse échéance pour nous. C'est la Jacques Vabre qui a lieu tous les 2 ans, qui est une course importante. C'est la plus longue des transats. On part du Havre et on va au Brésil et on a un nouveau bateau cette année, un Bureau Vallée 2, qui est une machine qui est hors norme, qui vient de gagner le Vendée Globe. Donc un peu d'appréhension de savoir comment ça va se passer, évidemment. Justement, comment il est ce bateau ? Alors, vous avez pu le tester ? On l'a testé, évidemment. On s'est entraîné avec depuis le mois d'avril. Donc il fait les mêmes dimensions que le premier, puisque c'est un classe IMOCA. Mais il fait 2 tonnes de moins.
pour les mêmes dimensions. Il a des foils, donc c'est comme des ailes d'avion mais qui sont sous l'eau, qui soulagent le bateau et qui le font accélérer. Il a un mât rotatif. Il n'est pas du tout équipé de la même manière. Donc voilà, on rentre dans une nouvelle ère du projet et évidemment ça demande pas mal de temps et de concentration. Il va plus vite, si je comprends bien. Ah, il va beaucoup plus vite, ouais. Il est arrivé 15 jours avant moi au Vendée Globe par exemple, sur 90 jours. C'est un bateau qui va très vite avec beaucoup moins de vent, qui va plus vite en vitesse moyenne du fait qu'il sorte de l'eau et qu'il vole en quelque sorte. Et voilà, c'est par ailleurs beaucoup plus physique puisque c'est un bateau qui monte sur ces fameux foils mais qui a quand même une quille, donc qui redescend régulièrement dans les vagues. Donc ça tape beaucoup plus, c'est plus éprouvant nerveusement, ça fait plus de bruit. Voilà, bon, l'avantage c'est que ça va beaucoup plus vite. Et vous allez réaliser ce parcours en duo avec votre femme, Servane. Pourquoi avoir choisi Servane pour partir sur cette Transat Jacques Vabre? Alors il y a une raison il y a plusieurs raisons, mais il y a une raison qui est historique. Servane est une des championnes françaises les plus titrées en course au large. Quand je l'ai rencontrée en 2010, je lui avais proposé de faire la Jacques Vabre en 2011. Et l'idée était de bénéficier de son expérience et puis de sa vision féminine de la course et de l'utilisation de ses machines. Voilà, ça s'est pas fait en 2011, ni en 2013, ni en 2015. Il a fallu quelques années pour que ça se mette en place. Voilà, il fallait quelques années. Et puis là, en fait, partir avec elle sur ce nouveau bateau m'a semblé très intéressant puisqu'on découvre le support ensemble. C'est un bateau qui est très fragile, qui a une zone rouge plus grande et plus proche que l'ancien. Et donc avoir une présence féminine à bord, ça va permettre d'avoir deux philosophies et deux façons de naviguer différentes. Elle va probablement être un peu plus dans l'anticipation et dans la prudence. Et donc peut-être moi m'équilibrer dans mon côté fougueux et mon envie d'être devant avec ce bateau-là. Donc je le rappelle, Servane, c'est votre femme. Qu'est-ce que ça va changer concrètement sur le bateau? Ça va être plus compliqué, plus facile peut-être? Alors il y a évidemment des écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. On est un couple à terre, mais c'est vrai que quand on va là partir en mer, ce sont des courses qui sont quand même extrêmement dures. Donc il ne faut pas faire de sensibilité trop poussée. Faut vraiment se dire qu'on est un équipage, donc c'est le deal qu'on a fait. Et puis ensuite le côté sympa, c'est que comme on se connaît très bien, on va être plus libre de s'exprimer sur notre façon de voir les choses, nos façons de voir la course, les options, la stratégie, la météo. On n'a pas ce frein qu'on peut avoir quand on part avec quelqu'un qu'on ne connaît pas ou peu. C'est un avantage selon vous? C'est un avantage, c'est une certitude, sinon je le ferai pas. Et ça devrait nous permettre, j'espère, de faire les bons choix et peut-être de prendre des meilleures décisions que les autres au moment cruciaux, quoi. Vous avez participé au Vendée Globe, à la dernière édition du Vendée Globe. Là, vous participez à la Transat Jacques Vabre. Quelle est la différence? Le Vendée Globe, c'est une course en solitaire, un tour du monde. Là, c'est beaucoup plus rapide. Alors, la première grosse différence, c'est que le Vendée Globe se court en solitaire. Là, ça se court à deux, donc c'est quand même pas du tout la même approche. La deuxième grosse différence, c'est que le Vendée, c'est le tour de la planète. Ça dure presque 3 mois. Là, c'est une course avec ces bateaux-là qui va durer une quinzaine de jours. Donc on est plutôt dans un format de sprint. En plus, comme on est à deux, tout le monde est à deux sur cette Jacques Vabre. Les bateaux sont menés à 100% de leur potentiel. Il n'y a pas les temps morts qu'on peut avoir ou les phases un petit peu plus creuses qu'on peut avoir quand on est en solitaire. C'est un sprint finalement. Donc c'est ça, on baisse la tête, on met la tête dans le guidon et puis on pédale fort pendant 15 jours. Au niveau de vos objectifs, quels sont vos objectifs? Le podium, si je comprends bien? On rêve de ça. C'est vrai que sur les 3 dernières Jacques Vabre auxquelles j'ai participé avec Bureau Vallée, ma meilleure place ça a été 5e. Donc il faut absolument, là on a un bateau génial qui vient de gagner le Vendée, qui est un bateau de toute dernière génération, il faut absolument qu'on fasse mieux que 5e, c'est sûr. Et puis le podium, je pense que c'est à notre portée, même si c'est vrai qu'il y a une concurrence vraiment élevée sur cette Jacques Vabre avec des très bons bateaux, mais aussi des gars qui naviguent avec leur bateau, qui ont fait le Vendée Globe, qui naviguent depuis longtemps avec leur bateau. Donc il va falloir s'accrocher et envoyer du lourd.
Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Louis Burton? À vous et à votre coéquipière Servan. De boire des caipirinhas à Salvador de Bahia en fêtant un podium. On vous le souhaite en tout cas. Merci Louis Burton. Merci beaucoup. Et un peu plus de 24 heures après leur départ, les deux Yvelinois sont bien placés dans leur catégorie IMOCA. Tanguy Delabotte est 6e, Louis Burton 7e, à seulement 10 000 marins de la tête de course. Il y avait du cyclisme ce week-end au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines avec la 4e édition du Grand Prix de Vélizy. Près de 140 concurrents ont participé au rendez-vous dimanche, dont des jeunes pousses du cyclisme sur piste français. 1000 spectateurs étaient également présents dans les tribunes. Reportage de Nicolas Dandry. Du spectacle sur la piste du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines pour cette 4e édition du Grand Prix de Vélizy. Frédéric est venu avec son frère et son fils pour regarder les champions. C'est la première fois que je venais au Vélodrome. J'ai souvent eu l'occasion, souvent l'envie de venir, mais jamais eu l'occasion de venir. Le Vélodrome, c'est quelque chose de sympathique, de nouveau pour moi. Et c'est vrai que c'est impressionnant, on voit cette rampe là, on se demande comment on peut tenir dessus. Pour tenir sur la rampe, les pistards se préparent à l'effort. C'est le cas de Guillaume Souter, engagé sur la course par élimination. Le principe, tous les 2 tours, le cycliste arrivé en dernier est éliminé, une épreuve remportée par Guillaume. Ouais, je suis content, ça fait toujours plaisir de gagner, surtout qu'il y a quand même du niveau et je me suis bien fait mal aux pattes, donc quand il y a la victoire au bout, c'est toujours sympa. Scratch, vitesse par équipe, tempo, différentes disciplines du cyclisme sur piste, de la catégorie jeune à senior, masculine et féminine venant de différentes régions. C'est un révélateur de jeunes talents. Il ne faut pas oublier qu'à la première édition, nous avions Laurie Berton, Quentin Lafargue, nous avions Benjamin Thomas, Morgan Kieski, qui sont tous en équipe de France et qui sont devenus champions du monde. Lui est déjà champion du monde catégorie junior de vitesse individuelle. À 18 ans, Ryan Elal a rejoint le Pôle France. Il a participé à l'épreuve de Kérine, 8 tours dont 6 effectués derrière la moto avant un sprint final remporté par le jeune espoir. Le pistard de Vélizy, Yann Dujarier, est arrivé 3e. J'ai tiré la 1, donc j'étais attentif à ce qui se passait derrière. J'ai tout de suite vu que derrière, ça ne voulait pas trop prendre la tête. Je me suis dit, je reste en tête et j'étais vigilant derrière. Super content. J'ai tiré le bon numéro juste dans la roue du champion du monde. J'ai juste essayé de conserver sa roue, je suis resté dedans. Et avec le braquet que j'avais mis, j'ai réussi même à pouvoir réaccélérer sur la dernière ligne droite. Deuxième manche de cette compétition au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines le dimanche 26 novembre. Du cyclisme toujours dans ce 7-8 sport avec un coup de projecteur aujourd'hui sur François Pervy, le pistard de l'équipe de France, 7 fois champion du monde. Ces dernières semaines, le sportif a décidé de faire l'impasse sur des épreuves de Coupe du Monde ou sur les championnats d'Europe fin octobre. Objectif, revenir plus fort pour la prochaine Coupe du Monde. Ambition et explication au micro de notre journaliste sportif Michael Elmidoro qui a pu le rencontrer au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. À mes côtés, François Pervy, qui n'a pas participé au dernier championnat d'Europe de cyclisme sur piste, qui est resté ici au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines pour s'entraîner. François, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai décidé de ne pas participer aux Europes parce que je préférais penser à ma programmation pour les championnats du monde. Et les championnats d'Europe, pour moi, ça tombait vraiment mal cette année. Et, je suis vraiment déçu de ne pas les avoir faits. Mais en même temps, je préfère être champion du monde que champion d'Europe. Donc j'ai préféré mettre toutes les chances de mon côté pour les championnats du monde. C'est un choix que l'équipe de France a compris? L'encadrement de l'équipe de France a compris? Oui. Mes entraîneurs voulaient que je fasse ces championnats d'Europe. Mais finalement, je leur ai mis en avant ce pourquoi je ne voulais pas les faire. Et on s'est mis d'accord et puis on a optimisé pour l'entraînement. Voilà. Et du coup, cet entraînement, en quoi ça consiste? Là, en ce moment, c'est très très dur. C'est beaucoup de foncier. En fait, cette année, pour la première fois de ma carrière depuis 15 ans, j'ai coupé 2 mois après les championnats du monde en avril dernier. Donc 2 mois, c'est beaucoup parce que d'habitude, je coupe que 15 jours. Donc il a fallu refaire les bases, les fondations. Et donc ça prend du temps. C'est du travail de fourmi, un petit peu chaque jour. Et donc il me fallait des grandes périodes d'entraînement. Donc en ce moment, j'enchaîne les cycles de 5 semaines en
entrecoupé d'une semaine très très light. Donc c'est pour ça que tout ce qui était juillet, août, septembre, octobre, ça faisait partie de cette période d'entraînement intensif. Donc pour ça, les championnats d'Europe au mois d'octobre, c'était un peu trop tôt pour moi. Vous avez besoin de cette coupure de 2 mois oui. Pour vous ressourcer après tous ces titres que vous avez gagnés dans le passé? C'est vrai que depuis 2013, je cours partout, j'ai gagné pas mal de choses. Je me suis un petit peu oublié personnellement, donc le réservoir il diminue et c'est important de pouvoir se ressourcer, de penser un petit peu à soi. Et c'est vrai que ces 4 dernières années, ça a été à 200% tout le temps. Comme j'ai dit tout à l'heure, maximum j'ai coupé 1 fois 15 jours par an. Donc en 15 jours, on a à peine le temps de se poser et que le corps aussi récupère, l'esprit et le corps récupèrent. Donc très important de faire cette grosse coupure. Et aujourd'hui, je ne regrette pas parce que finalement, j'ai très bien repris. Justement, vous allez être peut-être plus fort sur les prochaines compétitions? C'est le but. La récupération fait partie de la progression. Donc mon corps, voilà, j'ai 33 ans, j'ai eu 33 ans récemment. Ça fait 17 ans que je suis en équipe de France. Donc il faut savoir poser des vacances, se poser pour ne pas se faire saturer le corps et l'esprit. Donc là, je pense que vu ce que je donne en ce moment, ça sent bon pour la suite. Du coup, il y a ces championnats du monde qui vont arriver aux Pays-Bas fin février, début mars. Comment vous les appréhendez, ces championnats du monde, en sachant que vous avez 4 titres sur le kilomètre? Vous en voulez un 5e, hein, c'est ça? Oui, j'en veux un 5e parce que... Vous n'êtes pas rassasié? Non, je suis pas rassasié, j'ai pas tout gagné. Et là, mon objectif, c'est vraiment de gagner ce 5e titre de champion du monde. Si je gagne ce 5e titre de champion du monde, je serai le premier de toute l'histoire de mon sport à être 5 fois champion du monde sur le kilomètre. Donc pour l'instant, on est 5 ex-aequo à avoir 4 titres. Donc j'ai encore une chance, moi, de pouvoir faire mieux que mes aînés et de leur passer devant et d'être le seul. Donc pour moi, c'est important. J'ai envie de marquer l'histoire de mon sport. Et quand on est sprinter sur piste, on est là pour battre des records et ça, c'est un record. Vous vous centrez uniquement sur le kilomètre ou vous envisagez des victoires sur le keirin, qui est votre spécialité également? Oui, non, le kilomètre, il n'y a pas que ça. Hein. J'ai vraiment envie de redevenir champion du monde de keirin. Au dernier championnat du monde, je me suis fait déclasser un peu durement en demi-finale, donc j'ai pas pu aller en finale et peut-être que je pense que j'avais une belle médaille, voire le titre qui me passe sous le nez, donc là je suis très revanchard, j'y pense tous les jours. Donc, vous n'allez pas laisser échapper à la médaille, c'est ça? Non, la médaille non, et le titre peut-être encore moins. J'ai vraiment envie de redevenir champion du monde du keirin et puis aussi la vitesse par équipe. On est en pleine restructuration avec des bons jeunes et faut toujours faire sa place, donc c'est important en vue des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Justement, ces jeunes, ils poussent, hein, ils ont remporté 8 médailles, dont 5 en or au dernier championnat d'Europe qui se sont déroulés à Berlin. Est-ce que ça vous met plus de pression, vous, ou est-ce que ça vous motive encore plus les dépasser? Les deux, forcément. Quand on a mon âge et qu'on voit des jeunes arriver et qu'on les voit progresser, on fait en sorte qu'ils ne nous passent pas devant parce qu'on a envie de continuer à moi en tant qu'ancien, à gagner mes titres de champion du monde et à garder ma place. Donc c'est bien qu'il y ait des jeunes déjà pour l'équipe de France, mais en plus de ça, moi, ça permet aussi de me dépasser encore plus à l'entraînement et surtout de ne pas dormir sur mes lauriers. Ça, c'est très important. Vous avez 33 ans. Est-ce qu'il vous reste encore de nombreuses années dans le cyclisme sur piste? On va dire que je pense que je ne me mets pas de barrière. Je m'en suis assez mise comme ça pendant une dizaine d'années. À partir du moment où je les ai fait sauter, c'est là où j'ai commencé à gagner. Donc maintenant, des barrières, je ne m'en mets plus. Mais honnêtement, sans me mentir, je pense que Tokyo 2020, ça approchera de la fin. J'aurai 36 ans. On a déjà vu des champions olympiques à 36 ans, comme Chris Hoy, l'anglais. Donc moi, je me dis pourquoi pas. Hein. Aujourd'hui, voilà, j'ai encore un mode champion du monde sur le dos. Donc c'est que je pense pouvoir toujours être à la hauteur. Donc 3 ans, ça va vite arriver. Mine de rien, les Jeux Olympiques, c'était il y a déjà plus d'1 an, les derniers. Donc ça passe très vite, le temps passe très vite. Et comme je le dis, je suis toujours motivé comme un cadet. Et je fais toujours très très attention vraiment à tout, à être à 100% sur tout, sur tous les à côté. Parce que quand on est sportif de niveau, il y a les heures entraînées
Donc ici, au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais les heures non entraînées. Ce que je fais à côté, quand je suis chez moi, ce que je mange, comment je dors, ne pas rester sur mes jambes, ne pas faire n'importe quoi. Donc c'est très important. Il faut avoir une vie saine, si Voilà, je comprends c'est bien. ça. Voilà, avoir une vie saine et puis tout faire pour être le plus professionnel possible. 2024, c'est trop loin pour vous? J'aurai 40 ans. Là, c'est sûr, ce sera trop loin. À mon grand regret, parce que voilà, ce sera ici les Jeux Olympiques. Donc, à une décision près, peut-être qu'on aurait pu les avoir ici en 2020. Ça aurait vraiment été l'apothéose si je les avais fait ici et encore plus si je gagne une médaille. Mais pour moi, le Tokyo, Japon, ça compte. J'ai passé 6 années au Japon, ces 6 dernières années. Donc, le Japon, c'est comme on va dire ma deuxième maison. Je passe beaucoup de temps là-bas. C'est vraiment le Japon qui m'a permis de progresser, de passer de toujours le poulie d'or, parce que pendant 6-7 ans, j'ai toujours fait deuxième au championnat du monde, au coureur qui a gagné les titres de champion du monde. Donc le Japon m'a vraiment révélé, et donc si je pouvais finir ma carrière là-bas sur une médaille olympique, ce serait vraiment très beau pour moi. On vous le souhaite, François Pervy, et on vous souhaite également de réaliser de belles performances aux prochains championnats du monde qui se dérouleront en février et en mars aux Pays-Bas. C'est le rendez-vous sportif du week-end prochain. Samedi 11 novembre, un grand gala de boxe sera organisé au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. 12 combats sont programmés. Parmi eux, celui de Marine Tollet de la team Farouja d'Elancourt. La boxeuse disputera pour l'occasion son tout premier match de boxe en professionnel à l'âge de 29 ans. Son portrait, toujours par Michael Elmidoro. Ce mercredi 1er novembre ne déroge pas à la règle. Comme tous les jours, Marine Tollet, 29 ans, vient avec le sourire pour sa session de boxe quotidienne dans cette salle d'Elancourt. Une passion que la boxeuse originaire de Jouarre-Pontchartrain pratique depuis l'âge de 7 ans. Je voulais beaucoup plus jeune faire du foot, sauf qu'à l'époque, le foot féminin n'était pas aussi réputé que maintenant. Et mes parents ne voulaient pas, et ils se sont dit, quitte à faire un sport de garçon, autant faire quelque chose qui va te servir, qui va te permettre de te défendre, donc pourquoi pas faire de la boxe. À 21 ans, les Vinoises décident de passer un palier et de rejoindre la team Farouja, l'une des meilleures équipes de France qui compte notamment dans ses rangs le champion d'Europe Marvin Petit et surtout Tanguy Farouja, un entraîneur réputé dans le monde de la boxe. Je ne l'ai pas accueilli les bras ouverts, c'est suite à quelques problèmes avec les filles qu'il y a eu avant. Donc on a, comment on appelle ça ? Je ne l'ai pas accueilli, je lui ai dit viens, va taper dans le sac si tu veux, mais je ne m'occuperai pas de toi. Et elle a réussi à s'intégrer, à pousser les murs et à faire partie de la team en quelques mois, mais bon, elle avait réussi. Elle se donnait à fond, tout simplement. Elle venait pas pour discuter, elle venait pour se donner à fond. Un duo qui fonctionne, encadré par Tanguy Farouja. Marine remporte 10 victoires en 12 combats de boxe amateur. Des résultats qui l'ont poussé à s'inscrire chez les professionnels. Premier combat ce samedi 11 novembre au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines dans la catégorie moins de 57 kg. La boxeuse affrontera la niçoise Naïd Karchi, championne du monde pied-point. L'objectif, c'est de remporter le combat. Tous les boxeurs ont pour objectif, quand ils montent sur un ring, c'est de gagner le combat. Après, avant la limite, dans les temps au point, peu importe, l'idée c'est d'y aller à 100%, de 150% même de ses capacités, d'y aller à fond. On ne peut pas y aller à moitié. Cette dernière mise de gants de 6 rounds au Palais des Sports d'Elancourt a laissé entrevoir de belles promesses, mais le contexte sera différent dans quelques jours devant des milliers de spectateurs au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. On change complètement d'univers et direction à présent du parc, le parc du château de Plaisir, où était organisé il y a quelques jours le 32e Grand Prix de la ville par le club local de l'Amicale des Boules Plaisiroises. Le rendez-vous a réuni plus de 350 doublettes masculines et féminines, des duos pointeurs, tireurs venus principalement d'Île-de-France. On écoute à ce propos le secrétaire du club, Christophe Dédion. C'est l'événement majeur pour la ville de Plaisir et notamment pour le club de l'Abbé Plaisir, puisque c'est le plus gros concours de l'Île-de-France sur une journée. Oui, il y a beaucoup de pression parce qu'une fois que vous avez perdu, c'est terminé. Vous revenez l'après-midi pour un autre concours. Mais oui, il y a beaucoup de pression parce que c'est un concours qui est très coté sur l'Île-de-France. C'était la semaine passée aussi. Les vacances de la Toussaint ont permis aux jeunes hockeyeurs des Shucks d'Elancourt de se perfectionner. Une quinzaine d'entre eux ont participé toute la semaine dernière à un stage intensif au programme renforcement musculaire pour ces jeunes hommes et répétition des gammes aussi, comme nous l'explique le président du club. Dans le cadre du stage, comme ils sont là à partir de 9h30 le matin jusqu'à 4h30 le soir, ça leur permet d'être vraiment
totalement en environnement hockey sur la totalité du stage de la semaine et de pratiquer vraiment de faire des exercices, y compris des exercices basiques de type passe, de type sortie de zone, sur des longues durées et de vraiment prendre le temps de les maîtriser. Les estomacs des enfants s'en rappellent encore. Halloween permet pour les plus gourmands de manger des bonbons sans remords particulier. Pour les plus sportifs, c'est l'occasion aussi de faire du sport. Ainsi, au Clé-sous-Bois, la ville a organisé son premier trail Halloween. 400 sorcières et vampires avaient rendez-vous pour l'occasion. Reportage de Michael Elmidoro. Sorcières, chauves-souris, morts-vivants ont tenté ce mercredi 1er novembre la ville des Clés-sous-Bois pour participer à ce premier trail Halloween. Une course à pied au départ du parc Jean Carillon imaginée par les organisateurs depuis le mois de janvier dernier. Sur cette date, il y avait peu de courses dans la région. Donc là, comme il n'y avait rien, je me suis dit pourquoi pas me glisser sur cette date du 1er novembre et ensuite l'idée du trail Halloween pour faire un petit clin d'œil à Halloween coulé de source. Cette course terrifiante proposait de la marche nordique et des courses de 10 et 18 km à travers les bois. Un programme qui a séduit plus de 450 âmes perdues sur cette première édition. On a fait l'Halloween hier soir, ça ne nous empêche pas de fêter et puis on vient sans aucune appréhension, on va faire le 18 tranquillement, pas de problème. Super idée, on est super contents. Regardez, ils ont tous mis leurs perruques, ils sont tout beaux. Les thématiques, c'est top. Non, franchement, c'est une très très bonne idée et on est hyper contents d'être là. Malgré la horde de monstres qui l'entouraient pendant la course, Christophe Després a eu le cœur solidement accroché pour remporter le 10 km en 39 minutes et 30 secondes. C'est vrai qu'il faut gérer entre les côtes, le plat. Moi, je suis plus quelqu'un de route, donc le plat m'allait bien, les côtes un peu plus dures. Mais bon, aux 3-4 derniers kilomètres, j'ai pu accélérer sur le plat et finir en première position. Une fois l'apocalypse de la course passée, la matinée s'est évidemment terminée par une dégustation d'une potion à base de potiron. Rendez-vous l'année prochaine pour une deuxième édition de ce trail Halloween cauchemardesque. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Retour de l'information en direct demain à 18h sur l'antenne de TV78. Bonne semaine à tous.